Juste après l'élection du président Macron, très exceptionnellement, je regarde le défilé du 14 juillet. Et je vois pour la première fois Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Le début de quinquennat est tout de suite marqué par sa démission. Sans connaître cet homme, je me souviens que je lui en voulais vraiment d'avoir démissionné et d'avoir laissé son pays et tout de suite immédiatement après de sortir un livre. Plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer et d'écouter son discours et je comprends. Je comprends pourquoi il a démissionné. Et je voulais partager avec vous ses propos. Pour rationaliser, pour faire des gains de productivité, pour des processus, pour de l'organisation, systématiquement, vous remarquerez, on regroupe, on rationalise. Et on éloigne, et on quitte la proximité. Et petit à petit, l'homme, ce grand ignoré, devient finalement l'oublié du système. C'est vrai dans beaucoup d'endroits. Et je crois que c'est vrai aussi au sommet de l'État. J'ai assisté à ça, la Revue générale des politiques publiques, 2008, et tout le reste. Le fossé entre les responsables et les exécutants, le manque de considération par rapport à ceux qu'on a l'honneur de commander. Il y a une différence entre l'honneur de commander et les honneurs. Les honneurs, ça s'intéresse au pouvoir. L'honneur, ça s'intéresse aux responsabilités. Ce n'est pas la même chose. Et puis, ce phénomène d'éloignement, il est accru par la bureaucratie, qu'on appelle la bureaucratie. La mauvaise administration qui nuit aux décisions. Moi, je n'ai pas de solution face à la bureaucratie. J'avais un vieux proverbe qu'un adjudant-chef m'avait appris quand j'étais lieutenant. Mon lieutenant, on ne discute pas avec une brouette, on la pousse. Alors, on nous avait dit, avec les nouvelles technologies, on n'aura plus de papier. Moi, je constate. Alors là, je suis bien placé pour vous le dire, parce que je suis président de ma société. Heureusement, je suis tout seul, parce que j'imagine ceux qui sont plusieurs. Quel merdier! Ma société a été créée le 5 août 2017. La première semaine, j'ai reçu 2 papiers. 2 papiers de Bercy. Je n'avais encore rien fait. Je crois que l'administration inonde de papiers et de messages. C'est-à-dire qu'on a les deux. Et puis, on est dans une société où quand il y a un problème, on fait une loi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai remarqué. Et après la loi c'est rien. Il faut des décrets d'application dans la loi. Pour faire un décret d'application, c'est 1 an. Si c'est un décret qui passe par le Conseil d'État, ce qui est généralement pour les sujets importants. 1 an minimum. Mais après, c'est pas réglé. Parce que comme le diable est dans les détails, on n'a pas toujours réglé le problème au niveau du décret. C'est les arrêtés d'application qui comptent. 6 mois de plus, avec un peu de chance. On change de gouvernement et c'est reparti. Le juridisme qui complexifie, cette judiciarisation que j'ai sentie en opération moi-même, cette pression juridique est aussi quelque chose qui éloigne celui qui exécute de celui qui décide. Il faut remettre l'homme à la tête de tout ça. Ce ne sont que des moyens pour le bonheur de l'homme. Il ne faut pas inverser les moyens à la place de la fin. La loi organise l'État. Et l'État est au service de la nation. Et la nation, c'est la communauté d'hommes et de femmes qui acceptent pour des valeurs communes de vivre ensemble, assis sur la patrie, la terre des pères, qui est notre histoire, notre culture, ce qui reste quand on a tout oublié. On assiste à une crise de l'autorité, et pourtant il n'y a de richesse que d'hommes. J'aborde ma 3e partie, par rapport à tout ça, les solutions, les clés de l'adhésion, en quelque sorte. Le but du chef, c'est ça. Le but du chef, c'est pas simplement de donner des ordres, c'est de mettre en ordre, et on met en ordre en regardant si ça suit derrière. Dans l'armée, vous savez, on a l'habitude. Nous, on prend des jeunes, plus de 50% des effectifs militaires ont moins de 30 ans. Vous connaissez bien la jeunesse. Des jeunes d'aujourd'hui. Pas des extraterrestres, parachutés. On les prend, voilà,
et on en fait un groupe, une section, et on les emmène au bout d'1 an, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Donc on sait comment ça fonctionne. Et on sait que quand on dit en avant, il y a intérêt que les mecs, les filles, elles suivent. Vous voyez? Donc on fait attention que ça suive. Et pour que ça suive, il faut qu'il y ait l'estime du chef. Voilà, tout est là. Le mot-clé, c'est la confiance. La confiance. Alors, il faut une vision, il faut un cap, il faut un chemin, il faut un chef. Ça, c'est la ligne, mais il faut le mot de la confiance. La confiance, c'est-à-dire l'obéissance d'amitié, suivant la belle expression du général Frère, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est ça le point clé. Et puis la confiance, c'est ce qui crée la délégation. Moi, je me suis toujours économisé. C'est un des 3 principes de la guerre de Foch, l'économie des forces, vous savez. J'ai toujours fait confiance. Et j'ai très rarement été déçu. Pratiquement jamais. Parce que quand on responsabilise les gens, les yeux dans les yeux, et qu'on leur fait confiance, ils veulent être au niveau de cette confiance. Et ils redonnent cette confiance. C'est tellement du bon sens. Mais le bon sens, c'est pas ce qu'il y a de plus partagé, croyez-moi. Surtout à Paris. Alors la vision. Qui d'autre que le chef peut donner cette vision? Ça, c'est le travail du chef. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est un vieux sage, Sénèque, il faut écouter les sages. La vision, c'est 5 à 10 ans. Et plus on a des difficultés à savoir ce qui va se passer dans 6 mois, plus on doit avoir une vision de long terme. Parce que les gens qui sont avec vous, ils veulent cette vision, ils veulent savoir où on va. C'est très important. Après, cette vision est claire, cette vision donne le sens. Et cette vision donne la cohérence entre les risques, les missions et les moyens. Un chef, une mission, des moyens. Moi, vous savez, je ne suis pas une brillante intelligence. Je n'ai pas fait les grandes écoles qui donnent accès aux hautes responsabilités. J'ai du bon sens. Un chef, une mission, des moyens. C'est des trucs qui marchent à chaque fois. Hein. Vous verrez. Pratiquez ça, vous voyez, la vie, beaucoup de conneries. Alors, le cap, c'est le chemin de la réussite. Après, c'est la transformation. Alors, dans les entreprises, c'est un plan stratégique avec des axes stratégiques, avec une carte des risques. On mesure les risques et la probabilité d'occurrence des risques, la dangerosité de ces risques. Ça, c'est classique. Et puis, dans toute cette démarche, la vision du cap, du chemin, la dimension budgétaire, c'est pas l'objectif, c'est le moyen. La finance est au service de l'homme. Ou alors il y a un truc que je n'ai pas compris. Vous voyez? Ça, c'est très important dans tous les projets, en particulier dans les entreprises. Il ne faut pas inverser. Alors après, il faut trouver des leaders. Il faut du leadership, comme on dit en anglais. Je préfère le mot charisme. Alors quelques qualités, j'en ai sélectionné 5, mais bon... Il faut lire le livre. Je ne peux pas tout vous dire. Sinon, notre ami Liboire ne va pas être content. Exemplaire, ça ne veut pas dire que vous êtes le meilleur. Par exemple, vous faites un footing, à 60 ans, les gens comprennent que vous n'êtes pas forcément en tête. Néanmoins, vous restez devant, parce qu'ils ne vous doublent pas. Mais vous êtes avec eux. C'est très important. L'exemplarité. Ça va avec l'égalité d'humeur, que j'ai évoqué déjà, et puis l'équilibre du comportement. Le naturel, l'authenticité, c'est terrible. Comment déléguer si les gens ne savent pas quelle décision vous prendriez à leur place? Si vous êtes authentique, si vous êtes du cristal, si vous êtes prédictible, le style c'est l'homme même, c'est facile. Ils feront ce que vous feriez à leur place. Et à ce moment-là, vous pouvez déléguer. Si vous êtes imprévisible, un espèce de ballon de rugby, c'est pour ça que je préfère le foot. C'est à peu près où le ballon va rebondir. Eh bien, c'est très difficile. Troisième qualité, l'optimisme, l'enthousiasme. Comment suivre quelqu'un
qui croule sous les emmerdes. Alors, je sais bien que les emmerdes vont en escadrille, mais le matin, quand vous vous levez, vous savez, vous sentez tout de suite si ça va être un bon jour ou pas. Hein. Regardez les messages de la nuit, si ça commence mal là, c'est pas bon signe. Vous sortez, sur le trottoir, vous marchez dans la merde, ça commence mal. Et c'est ces jours-là où le chef doit être entraînant. Personne ne doit s'apercevoir que les emmerdes vont en escadrille. Si tu t'assieds, il se couche. Après, le chef, c'est le mendiant d'humilité. C'est ce que je dis dans mon livre, j'aime beaucoup cette expression. L'humilité, la modestie. C'est très important pour acquérir l'adhésion. Il y a des gens qui savent tout. On n'a pas envie de les suivre. Et c'est très important d'avoir cette capacité à rester modeste, parce que c'est le début de l'écoute, la modestie. Vous n'avez pas besoin d'écouter si vous savez tout. Alors après, c'est pas sûr que si vous écoutez, vous allez entendre. Et après, entendre, il faut aussi comprendre. Mais c'est un cycle qui commence par la modestie. Dans la modestie, il y a l'humour, y compris l'humour sur soi-même. Pas la dérision, comme on voit trop souvent, la méchanceté gratuite, la moquerie malsaine. Non, l'humour, y compris l'humour par rapport à soi-même. Quand on est chef, on doit avoir de l'humour. Alors, il y en a qui ont de la chance, ils ont de l'humour dans le berceau, il y en a d'autres qui n'ont pas eu beaucoup d'humour. Mais ça se cultive, ça se travaille un peu. C'est pas désespéré. Mais un chef triste, c'est un triste chef. J'ai eu l'occasion dans ma carrière militaire d'obéir à un ou deux chefs chiants, c'est très chiant. Et enfin, je termine par probablement le plus important, un chef, il est d'abord tourné vers les autres. Je vois beaucoup de chefs qui sont égocentrés, ce que j'appelle le tout à l'ego, c'est-à-dire qu'ils sont comme ça. Ils ne s'oublient jamais dans les parcours de carrière. Un chef, il est tourné comme ça vers les autres. Toute autorité est un service. Vous avez l'honneur de commander des gens, de les diriger. Vous êtes redevable vis-à-vis d'eux. Et votre premier devoir le matin quand vous arrivez, c'est de vous occuper d'eux. Ça commence par leur serrer la main. On voit beaucoup de gens qui n'ont même plus le temps de se serrer la main. Dramatique. Où va-t-on? Alors après ces qualités du chef, je vous donnerai 6 recettes très rapides, très concrètes, parce que je ne suis pas un homme fumeux et je veux incarner mon propos. La première recette, c'est remettre l'homme au centre. Dès que vous êtes responsable, et vous êtes toutes et tous responsables de votre propre vie, de votre propre chef, vous faites vos choix. L'homme au centre, par exemple, moi quand je rentrais le soir, dans ma voiture, j'avais 10 minutes de trajet quand je respectais les limites de vitesse, et maintenant on les respecte. On n'a plus le choix, de toute façon. Je pensais à quoi? Je me disais tous les soirs, qui j'ai vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a dit et qu'est-ce que j'en ai fait, et qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce que je pourrais en faire demain. Voilà. Et ben, je peux vous dire qu'avec ça, notez ensuite, vous économisez beaucoup de temps. La vraie richesse est chez les autres, comme je cesse de le dire. Écoutons les autres, les solutions sont chez les autres. Ensuite, il faut garder un équilibre personnel quand on est chef. Un chef, c'est 4 dimensions. Tout homme, toute femme. La première, c'est le corps, la santé. Il faut prendre le temps de s'occuper de son corps, faire du sport et écouter son corps. Quand on commence à être fatigué, on se connaît normalement, et on ralentit le rythme avant d'être insupportable pour son entourage. Ça peut arriver, on est connu. On en voit ici ou là. Ensuite, le cœur. Le cœur, l'intelligence de cœur, la passion, les tripes, la capacité de convaincre les autres, de s'intéresser aux autres, capacité d'entraînement. L'intelligence. Alors, il y a plus d'intelligence à Paris que de cœur, croyez-moi. Là, on en regorge l'intelligence. L'intelligence, il y en a beaucoup. Et puis,
Puis la quatrième dimension, c'est la transcendance, la capacité en silence à se regarder soi-même, à prendre du recul. Parce que figurez-vous que tous ces gens pleins d'ambition, partout, dans la société, partout, beaucoup de gens ambitieux, l'ambition est légitime, c'est pas néfaste, c'est comme la science, c'est l'utilisation qu'on en fait. Ils termineront tous dans la camionnette, et ça, c'est l'égalité parfaite. Équilibre du chef. Ensuite, vous devez rester en prise avec le terrain. Moi, ça a toujours été ma ligne de conduite. On est toujours happé par le haut. C'est marrant, ça. On est toujours happé par le haut, rarement par le bas. Et qu'est-ce qui trinque la plupart du temps dans les agendas? C'est toujours ce qui doit être vers le bas. Et c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Moi, je faisais 2 déplacements par semaine. À chaque fois, au moins une fois par semaine, je courais en footing avec ceux que j'allais visiter. Je n'ai pas besoin de tableau ronde après. Je veux dire, c'est bien plus efficace. Au 4e kilomètre, si vous poussez un peu les feux, vous avez la vérité des prix. Et puis, c'est la réalité. Dans l'entreprise, c'est le client. Et les entreprises ne s'occupent pas du client. C'est emmerdant, parce que bon, le banquier qui ne s'occupe pas de son client, le client, il va ailleurs. Il faut s'occuper des autres. Il faut être tourné vers les autres. Et les autres, ils sont sur le terrain. Et en même temps, les solutions sont sur le terrain. Les problèmes remontent. C'est marrant, hein? Les problèmes remontent et les solutions ne remontent pas. Parce qu'on ne va pas les chercher. Elles sont sur le terrain. Quand on fait confiance aux gens, la plupart des gros problèmes que j'ai eu dans ma carrière militaire, je les ai résolus par les gens en charge des responsabilités sur le terrain. 4e conseil, l'agenda. Il faut maîtriser l'agenda. Chacun. Donc il faut faire des choix. Savoir faire des choix. Et l'agenda, ce n'est pas la politique du chien crevé au fil de l'eau. Ou ce n'est pas l'assistante qui gère l'agenda. C'est le chef qui conduit son agenda. C'est une manœuvre aujourd'hui, l'agenda. Ce n'est pas le cas il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Sinon, on est en déséquilibre arrière permanent. On est en retard en permanence. On a les cheveux ébouriffés, l'intelligence qui sort par tous les trous, mais c'est pas très productif. Un des ennemis de l'agenda, c'est le 5e conseil, c'est la réunionique. Qu'est-ce qu'on fait comme réunion inutile? La plupart des réunions, l'origine des réunions, c'est quoi? C'est 2 ou 3 personnes qui ne veulent pas s'entendre. Il n'y a qu'à convoquer les 2 ou 3 personnes et on règle le problème. Et on leur explique, si vous ne voulez pas vous entendre, ben on va se séparer gentiment d'une, de 2 ou de 3. Généralement, il n'y a plus de besoin de réunion. Et on fixe la date de la réunion suivante. C'est le principal acte de commandement qu'on fait. Vous savez, j'ai été 4 ans à Matignon en 2 séjours. Ça s'appelle le bleu. Le document est bleu, une réunion à Matignon interministérielle. C'est un grand moment d'ethnologie. Et enfin, il faut mieux communiquer. On croit toujours, quand on est responsable, que les gens ont compris en dessous. Ça, c'est un truc fabuleux. Il ne faut jamais croire ce qu'ils nous disent, si ils ont compris. Non, il faut quand même vérifier de temps en temps. Et généralement, quand vous vérifiez, ils n'avaient rien compris. Voilà, quelques petits conseils, fruits de mon expérience. Je voudrais terminer mon propos par ce que j'appelle le chef, une personne de valeur. À l'image de l'institution militaire d'ailleurs. L'institution militaire est une institution de valeur au singulier et au pluriel. Au singulier parce qu'on a conservé ce qui a disparu dans notre société beaucoup trop, c'est ce que j'appelle l'escalier social. On parle de l'ascenseur social, mais quelqu'un me disait l'autre jour, un ancien militaire que j'ai vu à l'entrée d'un studio de télé, qui me dit, j'ai entendu parler, mais je ne suis pas trop d'accord avec vous, l'ascenseur social. Parce qu'un ascenseur, ça vaut tout seul. Moi, je me suis engagé, 3e RPIMA. J'ai terminé adjudant chef, j'ai 42 ans et je me suis recyclé comme responsable de la sécurité. Et vous devriez parler de l'escalier social parce que moi, les marches, elles ne sont pas montées tout seules, c'est moi qui les ai gravées. L'escalier social, il avait raison. Vous voyez, il faut toujours écouter les gens. Ça bonifie. Et puis, l'institution de valeur, l'institution militaire, parce que nous, on est des pacifiques, hein, on sait ce que c'est que la guerre. La fracture, la violence, on la côtoie au quotidien, donc on n'a pas du tout envie
de cet État. Le seul État qui compte, c'est la paix. On est des pacifiques, les militaires. Et on voit beaucoup d'ailleurs de gens qui sont des allumeurs de mèches, des incendiaires, qui ne savent pas ce que c'est que les conséquences de la violence. Alors, une institution de valeur, une institution militaire, au pluriel. Et le chef, c'est un homme, c'est une personne, c'est une femme de valeur. Avec les valeurs qui aujourd'hui font que les jeunes rentrent chez nous. J'en ai trouvé 7, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Dans le livre, il y en a plus, vous verrez. La première d'entre elles, je l'ai évoquée à demi-mot, c'est la sincérité. Les gens en ont marre de cette société de communication, du paraître, de l'univers balsacien, où on récite des éléments de langage, on fait des séquences de communication. Ça marche pas. Voilà. La sincérité. Chaque fois que je termine une émission de télé, c'est extraordinaire pour raconter ça, mais bon. Il y a la presse, tout ça, et donc je dis ce que je pense. Je termine une émission de télé, on me dit, ah, c'était vraiment bien, on sent que vous êtes sincère. Alors je dis, merci de ce compliment, il n'y a pas meilleur compliment pour moi, mais quand même, ça m'inquiète un peu. Parce qu'en creux, ça se lit comment, votre affaire? La sincérité, l'authenticité, la vérité, la vraie loyauté, c'est de dire la vérité. En plus, c'est pas nuisible, je suis arrivé chef d'état-major des armées. Il faut encourager ça. Moi, je suis toujours resté ce que je suis. J'ai jamais changé. Ça me plaît plutôt. Moi, je préférais prendre, plutôt que des courtisans, comme il y a beaucoup, notamment à Paris, je préférais prendre des gens qui me disaient la vérité. C'est ça, l'entourage. L'esprit d'équipe. Nos jeunes sont des solidaires solitaires. Ils ont besoin de se donner, mais ils sont très seuls. C'est la société actuelle. C'est l'égocentrique, l'individualisme. Et dans l'armée, on sait tout de suite qu'on ne vaut rien sans les autres. Par exemple, dès le deuxième jour, on fait un footing. Les mecs à l'aise courent devant. Ceux qui en chient derrière gueulent en disant qu'ils pourraient ralentir. Et le bon chef dit, toi t'es bon, tu vas derrière et tu prends le sac de l'autre et tu pousses les autres. Toi t'es pas bon, tu restes devant. Et on arrive ensemble. C'est le principe de base qu'on apprend tout de suite. On ne vaut rien sans les autres. Parce que celui qui court mal, il a d'autres qualités par rapport à celui qui court bien, qui lui a d'autres défauts. Et c'est ça qui fait cette synergie des talents, qui crée la qualité d'un groupe. Et vous pouvez élargir la notion de groupe jusqu'à un pays. Ensuite, le caractère. On est dans une société où, quand on parle du mot caractère, c'est tout de suite caractériel. Alors, le caractériel, il est à bannir. Il y en a pas mal. Mais des gens de caractère, c'est ceux qui savent choisir, c'est ceux qui savent décider, c'est ceux qui savent guider, c'est ceux qui savent ne pas dire toujours oui à leur chef. Vous voyez? Moi, quand le gars il me disait tout le temps oui, oh, en général, quel plaisir de vous obéir, c'est suspect. Voir les ch'culs. Condamner les faillots. Alors après, le caractère, ça va avec le courage, évidemment. Le courage, c'est pas ce qu'il y a de plus répandu dans nos écoles de formation de nos élites françaises. Elles ont des tas de qualités, ces écoles, je les développe dans mon livre, elles ont ce petit défaut quand même. Pour être un bon chef, il faut être courageux. Parce qu'on ne prend pas des décisions toujours facilement. Après, il faut avoir de l'autorité. L'autorité, c'est auctoritas, élever vers, faire croître, faire grandir, c'est-à-dire faire jaillir des échelons subordonnés l'initiative, l'imagination, la responsabilisation, la délégation, les solutions. Et non pas faire peser une quelconque pression du haut vers le bas. C'est cet échange de confiance. De confiance, j'en ai déjà parlé. L'autorité, c'est la justice. Dans l'armée, la seule uniformité qui existe, c'est l'uniforme. Chaque personne est respectée pour ce qu'elle est. Et on la fait croître individuellement, dans le collectif. La justice. On manque de justice sociale aujourd'hui dans notre pays. Je l'ai évoqué dans mon livre, quitte à m'attirer la foudre d'un certain nombre de gens, mais l'écart de salaire, de 1 à 8 dans l'armée entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Et l'écart dans le civil, de 1 à 300, voire 1000.
peut-être qu'on pourrait faire un point moyen. Parce que là, quand même, une société, elle ne tient pas longtemps comme ça. Une illustration. Ensuite, une valeur importante, c'est la considération, le respect. Faire réussir, c'est réussir, c'est un long paragraphe dans mon livre. Faire réussir, c'est réussir. Respecter ce que l'on a l'honneur de diriger. Le bon sens, le discernement, l'intelligence de situation. À Paris, on parle tout le temps dans les entreprises, partout, il faut donner du sens. En anglais, c'est purpose. Si vous dites en anglais, vous serez moins con. C'est mieux. Le sens. Mais le sens, ça ne se cherche pas, ça se trouve. Ça se trouve dans la vision. Et ça se trouve comment? Par le bon sens d'abord. C'est quand même élémentaire. Il faut toujours écouter le bon sens. Et la première réaction. On dit toujours que la première réaction, la première intuition est la bonne. Et puis la dernière valeur, la septième, c'est la détermination. S'élever par l'effort, la détermination, le courage du temps long, la patience. Ce n'est pas une valeur que notre jeunesse a en premier. Elle a des tas de qualités, notre jeunesse. Moi, je suis très optimiste sur la jeunesse. Je pense que si on lui donne la petite lumière au bout du tunnel, si on la responsabilise, si on lui donne le goût de l'engagement, elle l'attend. Si on lui fait confiance, elle est exceptionnelle. Elle a changé ces dernières années, profondément. Les sociologues commencent à le dire, moi je vous le dis. Mais c'est vrai que c'est la société du zapping, et ils sont élevés par cette notion d'instantanéité. Ils ont du mal à agir dans la patience, la détermination. J'ai réussi, je ne pensais pas que je serais capable de le faire. Et vous m'avez permis, par la ténacité, par l'endurance, de réussir. Voilà les valeurs d'un chef. On ne change pas de cap au milieu du chemin. La détermination, c'est aussi important. Après, je voudrais conclure mon propos en récapitulant tout ce que je viens de vous dire. Notre monde est sous tension. Fusion, confusion, instabilité. Les chefs sont sous pression de plusieurs facteurs. La sécurité, bien sûr, l'inquiétude, mais aussi le temps, la digitalisation, la mondialisation, la complexification, le sentiment d'éloignement du pouvoir de décision, la crise sociale de l'autorité, l'individualisme, l'égocentrisme, etc. Tout ça, ça rend plus difficile l'exercice de l'autorité. Il y a la nécessité d'avoir une vision pour déterminer un cap, puis un chemin, et puis des moyens. La stratégie, puis la tactique. Et puis, le cœur de mon propos, la clé de l'adhésion pour toute transformation, pour toute réforme, pour tout projet. La clé, remettre la personne, l'homme et la femme au centre du projet pour leur donner ensuite du sens. Il y a deux mots qui sont essentiels pour moi dans la période que nous vivons aujourd'hui, qui étaient les deux mots clés de mon premier livre, Servir, et qui constituent toujours la colonne vertébrale de mon action et de ma conviction. Le mot unité. La force des armées, c'est l'unité. La force d'une nation, c'est l'unité. La force d'une entreprise, c'est l'unité. Nous sommes dans un monde fracturé, dans une société fracturée, et il faut combler ces fractures le plus vite possible par l'unité. Je suis un disciple du maréchal Leclerc, serment de Koufra au cœur de la Libye, alors que la France était complètement au fond du trou. Il ramasse des troupes à droite à gauche, pour l'essentiel africaines, des pays qu'il avait traversés, sans équipement, sans uniforme, sans rien, et il leur dit: nous ne nous arrêterons que lorsque le drapeau français flottera au sommet de la cathédrale de Strasbourg. Il est allé jusqu'à Strasbourg et jusqu'à Berchtesgaden, et il a gagné. Pourquoi? Il a réussi à unifier les forces et à faire ce que Delattre a fait, lui, à sa façon, l'amalgame, l'union sacrée de Clemenceau. Les grands hommes ont toujours été des hommes d'unité. Il faut toujours se méfier des diviseurs. Ils sont généralement menés par l'orgueil, et l'orgueil mène à la défaite. Et puis, l'espérance qui découle de l'unité. La France est un grand pays. Je vous le dis,
il faut en rester conscient, il faut rester confiant. J'étais le chef d'état-major des armées de la première armée en Europe et j'entendais qu'il en soit ainsi. La deuxième armée engagée en opération dans le monde occidental, dans l'OTAN. La France est un grand pays par son histoire, par sa culture, par sa géographie, parce qu'elle représente dans le monde. La France ne doit pas être jugée à l'aune de son simple produit intérieur brut. C'est un faux raisonnement. La France a une vocation singulière et France, ça rime avec espérance. Voilà. Et je voudrais terminer parce que la France, elle retrouvera cette vocation si chacun et chacune comprennent que la vraie richesse est chez les autres.